Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, je tiens également à préciser que hier, sur ma chaîne Paranormal Horreur, j'ai posté un live avec le témoignage d'une abonnée sur le thème de la sorcellerie. C'est ah merci Aga pour ton don, c'est très très gentil, merci beaucoup. J'ai fait un live hier sur Sarah Frézou qui est tombée gravement malade après avoir ingéré une graine bien connue du Yémen qui a pour, on va dire, vertu de lutter, pas de se protéger, mais de faire enlever de la potion magique. Donc, vous êtes victime de potions magiques, ok, vous avez eu affaire à Karaba la sorcière, eh bien, cette graine est censée faire sortir la sorcellerie mangée. C'est très intéressant ce live. Il y a une de mes abonnées qui a utilisé cette graine et elle nous a dit dans le live si ça fonctionne ou pas. Ma chaîne Paranormal, vous la trouverez en fin de vidéo. Ok. Ce live sera bientôt disponible en public sur ma chaîne Horreur. Voilà. Alors, je tiens également à préciser à mes ébènes, à mes sisters que mon projet du Eben Show est toujours d'actualité. C'est juste que j'ai procrastiné un max. Donc, dans bientôt, je ne sais pas encore si je vais le faire à partir de janvier ou de février ou uniquement de mars, mais les Eben Show sera disponible uniquement sur mon site internet, une émission pour les femmes noires, ok, et fait par des femmes noires pour les femmes noires. Voilà. On parlera uniquement des sujets qui concernent la communauté, mais dans la good vibes, dans le côté positif, dans le côté valorisant. Ok, nous traiterons de toute forme de thèmes. Voilà, il y aura des débats, des thèmes sur le travail, je sais pas, la famille, l'amour, les relations hommes-femmes, la mode, etc. Ok, j'ai besoin d'une fashionista Renoir et que mes deux chroniqueuses me recontactent sur Instagram ou sur Telegram pour qu'on lance le premier Eben Show. Voilà, j'avais mis de côté parce que j'avais trop de boulot. Alors, est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris, pour le live de réaction au complément d'enquête hier qu'il y a eu sur Cyril Hanouna? Déjà, premièrement, laquelle d'entre vous ou lequel d'entre vous, parce qu'il y a des garçons qui vont être là, ont vu l'émission hier? Moi, je ne l'ai pas vue, donc je vais le découvrir là pendant le live. Je n'ai pas regardé parce que je dormais, hein, 23h, j'ai autre chose à faire. Voilà. Pour ceux qui veulent voir complément d'enquête, le replay est disponible sur France TV. Là, vous aurez le son et l'image. Moi, vous aurez que le son et puis c'est tout. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Mais vous savez, hein, avec les gros magnats des médias, on ne sait jamais. Donc voilà, ça, c'est l'affiche. Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF. Ça fait des mois qu'ils en parlent de cette émission. Et pourquoi ils l'ont fait à 23h, je ne sais pas. J'aurais aimé qu'ils la fassent un peu plus tôt, mais ils l'ont fait à 23h. De ce que j'ai pu voir, Booba est passé, a été interviewé. Le duc de Boulogne, voilà. On lui a posé des questions sur Bolloré. Écoutez, je vais découvrir ça avec vous, tranquillement, tranquille, et on va agrémenter ces petites infos par-ci, par-là. Alors, je vais lire un peu en commentaire. Vous avez été déçu ou satisfait? Dites-moi. Alors, je m'attendais à plus de croustilles. Moi, honnêtement, la Zaza, connaissant complément d'enquête et ce qu'ils ont fait avec Magali Berda, moi, je ne m'attends pas à du croustillant parce qu'ils éludent beaucoup de choses ou ils répètent des choses qu'on sait déjà. Voilà, donc je ne m'attends pas à être éblouie, quoi. Alors, je tiens à préciser qu'une des journaliste qui a travaillé sur le complément d'enquête, parce qu'il s'en est passé des choses entre-temps, une des journalistes qui a bossé dans le complément d'enquête est devenue chroniqueuse chez TPMP. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on peut commencer à parler de conflit d'intérêts? Moi, dès lors que j'ai vu qu'une des journalistes qui travaillait sur le complément d'enquête sur Hanouna était devenue chroniqueuse, donc avait pris son billet, je me suis dit, on ne va rien apprendre. Voilà, on ne va rien apprendre, ça va être décevant.
Et puis voilà. D'abord, avant de vous mettre l'audio, je vais vous mettre la réaction de Hanouna juste avant. Oh, c'est pas vrai. Juste avant que le complément d'enquête soit publié, Hanouna, il a laissé un message dans son émission. Oh, merci Faiza, merci pour ton don, c'est très gentil. Hanouna a laissé un message, ok, visé à complément d'enquête, en leur disant que vous faites un complément d'enquête sur moi, mais ne vous inquiétez pas, le retour de bâton, il est préparé, il est en préparation, et apparemment, C8 prépare un dossier sur complément d'enquête. Donc, c'est un petit peu la vendetta de Hanouna. Écoutez-le. Et mine de rien, je peux vous dire ce que je pense. On est en train de préparer une enquête complémentaire sur les méthodes de complément d'enquête et sur France Télévisions. Et le problème, et je le dis à France Télévisions, c'est que ils n'auraient pas dû, parce que je pense qu'ils ont fait une enquête qui est un petit peu bâclée et où il n'y a rien dedans. Et mine de rien, je peux vous dire, vous pouvez chercher sur moi. Chercher. Est-ce qu'il n'y a rien dedans parce qu'il a fait le ménage, Hanouna? Justement, parce que ce mec, faut le dire, hein, faut dire clairement les choses. Il est grave technique. Le gars, avant que le complément d'enquête sorte, il se met dans la poche une des journalistes. Alors moi, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il a passé un coup d'aspirateur en achetant des journalistes, ou est-ce que c'est parce que vraiment France 2 n'avait rien sur eux? Ça m'étonnerait. Quand on voit que des blogueurs, des simples blogueurs comme Akababe ont des dossiers ultra lourds sur les chroniqueurs de TPMP, ça m'étonnerait que des journalistes professionnels et avertis avec la carte de presse n'aient pas trouvé du lourd. Donc, si ils ont pas publié des choses lourdes, c'est volontaire. Et pas parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ça m'étonnerait. Pas de compte, voilà, j'ai pas de compte caché. Moi, je fais tout bien. Moi, je fais tout dans les règles. Donc, les gars, vous pouvez chercher. D'ailleurs, ils ont cherché. Hein, de toute façon, ça fait un an qu'ils cherchent. Ils auraient trouvé. Donc, il n'y a rien. Quand même. Mais le problème, c'est que nous, on a déjà commencé à chercher sur complément d'enquête et sur France Télé. Et on n'a pas mis longtemps à trouver. Et quand ça va tomber, ça va être plus compliqué, je pense, que ce qui va se passer pour nous ce soir. Et nous, ce soir, on sera tranquillement en train de manger des fricassés et des mini-pizzas et en train de rigoler. Je pense que dans un mois, quand on va sortir le complément d'enquête sur complément d'enquête et sur France Télévisions, j'ai peur que ça tremble un petit peu dans la tour de France Télé, les chéris. Et je peux vous dire qu'on a, nous, pour le coup, du très, très lourd. Sachez-le, quand je vous dis du très, très lourd, c'est du très, très lourd et c'est pas des témoins masqués. Alors, parce qu'ils ont fait un truc de fou. Il y a un ancien chroniqueur qui a parlé. Voilà, je vous le dis. Ok, il y en a un qui va prendre cher. Et je pense qu'Hanouna, c'est qui c'est. La chroniqueuse n'a travaillé que 3 mois chez lui et ça s'est mal passé. En même temps, ça s'attendait à quoi, celle-là? Je sais pas qui c'est, mais bon, voilà. Et ils n'ont pas pris le gars en silhouette. Ils n'ont pas pris la voix du gars. Ils ont mis un comédien qui fait le gars avec une autre voix et sous-titré. Donc, et c'est leur gros témoin du truc. Comment ça, c'est un ancien chroniqueur? Non, mais ça, ils disent non, ancien collaborateur. Mais c'est en fait un ancien chroniqueur. Mais c'est pas, on sait même pas. Voilà, ouais, comment, là, il s'est grillé tout seul, Hanouna. Il dit au départ, je sais pas qui c'est. Et là, tu as son chroniqueur qui dit, mais comment tu sais que c'est un ancien chroniqueur alors? Il sait très bien qui est la personne qui a balancé Hanouna. C'est le gars. Voilà. Et donc, le gars, c'est genre, il dit des trucs que j'aurais dit, moi. Mais c'est un comédien qui est sous-titré parce qu'il voulait juste ni la voix ni le truc. Et il y a une silhouette d'un gars qu'ils ont pris n'importe où. Ils ont dû prendre un gars dans les couloirs. Viens 2 minutes, Jean-Louis. Tu fais silhouette. Voilà, c'est bon. Prêter des perruques. Donc voilà, donc c'est risible. En même temps, c'est compréhensible qu'ils aient protégé au maximum leurs sources. Enfin, tout le monde connaît Hanouna. Hein. Donc moi, je vois pas. Au contraire, même, je trouve ça même logique. Parce qu'il y a très peu de gens qui veulent parler. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui ont bouffé à la table d'Hanouna. Et Hanouna, c'est un mec, on peut dire clairement, c'est un parrain. Le titre est bien choisi. Donc, je comprends que le mec, il a eu un petit peu chaud pour son derrière. Alors, c'est parti maintenant. On va dans le vif. C'est Mathieu Delormeau, je pense. Ah, on ne peut faire que des spéculations parce qu'on n'a pas de preuves. On ne sait pas qui c'est. Mais moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont bouffé à la table d'Hanouna. Et je pense qu'Hanouna serait extrêmement surpris de savoir qu'il lui a planté un zigouigoui sur le dos, quoi. Vous êtes prête? Anno a dit ouais. Le tabouret de la Zaza, elle est prête. Anna, elle est prête. Inès, elle est prête. Emeline. En tout cas, moi, j'ai hâte que ça commence. Là, c'est la publicité. Je laisse passer la pub. J'ai hâte de découvrir
même si je sais que je vais être déçue. Bonsoir, c'est le destin inattendu d'un bouffon devenu roi. Eh Seigneur, quelle humiliation! Comment vous parlez des gens comme ça? Un bouffon devenu roi. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Eh Seigneur, est-ce qu'on peut humilier l'enfant des gens comme ça? Un bouffon devenu roi. Je sais pas comment il s'appelle le journaliste, mais France 2, ils en ont gros sur le cœur. Hein? Bouffon. Oh, le respect n'est plus là. Le respect n'est plus là. Plus personne ne respecte personne. Eh Seigneur. Il a joué des spectacles comiques dans des salles vides. Aujourd'hui, revanche, avec son émission, son ton et ses provoques, le trublion est devenu une star. Il parvient régulièrement à dicter l'agenda médiatique. Ah non, mais direct, ça tire à balles réelles. Hein. Direct. Direct. Waouh! Punaise! Ah non, je remets un petit coup de quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Politique, il brasse des millions et tutoie les milliardaires. 285 millions d'euros sur 5 ans, c'est énorme, non, pour produire une émission? Moi, je vois le résultat. Et le résultat, il est là. Et donc, c'est un investissement qui en vaut la peine. De ses montages financiers à ses bidonnages, en passant par ses coups de pression, on vous emmène dans les coulisses de cette machine à... Je sais pas est-ce qu'il est le présentateur là, mais il y avait un mec beau gosse, torse poil, en train de courir derrière. Hein. Buzz. Vous allez découvrir celui qui se définit lui-même comme l'animateur le plus puissant du PAF. Il adore les caméras, mais pas les nôtres. Encore un peu d'espoir peut-être de vous avoir en interview? Voilà, c'est dur, hein. Vous l'aurez compris, Cyril Hanouna n'a pas voulu répondre à nos questions. Il n'a pas non plus souhaité venir dans nos fauteuils rouges. On est donc parti à Miami pour rencontrer un de ses anciens amis qui le voit désormais d'un mauvais œil, au point d'être devenu son pire ennemi. Le rappeur Booba ne donne quasiment... Ben, tu m'étonnes que Hanouna, il n'a pas envie de finir comme Magali Berda. Hein. Quand elle est venue s'exprimer sur complément d'enquête, on sait comment ça a fini. Hein. Jamais d'interview, il sera exceptionnellement avec nous. Regardez d'abord l'enquête de Virginie Villard, Guillaume Couder, Brice Leborgne, Guillaume Beaufils et Karim Manette. Et on se retrouve juste après. Booba, Booba. J'ai une histoire à vous dire. Comme un fou. C'est un portrait qui avait plutôt bien commencé. Je le dis à mes téléspectateurs, à mes amis dans le public, à mes amis autour de la table. Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi. Non. Fin janvier, nous venions tout juste d'écrire à Cyril Hanouna pour l'interviewer. Dans cette vidéo-là, je l'avais publiée sur mes réseaux, on voit que Hanouna, il n'était pas bien. Il claquait du derche. Hein. Il était vraiment pas à l'aise. Il faisait le mec genre, moi, je suis hyper cool, je prends ça à la cool, j'ai rien à cacher, patate, vous avez rien sur moi. Et en fin de compte, tout le reste du temps, il a passé son temps à mettre des coups de pression à France TV, à essayer de corrompre leurs journalistes. Apparemment, il y a même eu, il se serait même pris aux journalistes en privé. Et en fait, France 2, ils avaient publié des audios de Hanouna. C'est très chaud. Donc là, Hanouna, il fait le mec détendu, mais il a claqué. Hein. Claqué du derche, pardon. Mais au fil des mois, de nos coups de téléphone, nos tournages, nos interviews, le ton a changé. Je vais vous dire la vérité. Ce complément d'enquête, et je vous le dis ce soir, vous allez voir. Voilà, c'est ce que je vous disais. Au début, il faisait le mec détendu et après, il a commencé à, voilà, quoi, à flipper un petit peu. Ils vont le faire. Ce sera la fin de complément d'enquête derrière. Parce que je vais mettre mon nez dedans. Et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter. Cyril Hanouna, ou l'histoire d'un animateur télé qui, dans ses jeunes années, soufflait dans l'anus d'un chien. Non, on sent la malveillance, ok?
On sent la malveillance de France TV. Il commence par bouffon devenu roi. Maintenant, il dit oui, il soufflait dans le derrière. Hein, la boîte à caca d'un chien. Et puis, il montre les images en plus. Non, mais France de ça, c'est une vengeance personnelle. Là, ce n'est pas une enquête journalistique. Là, c'est une affaire personnelle. Comment tu peux humilier l'enfant des gens comme ça? Ah! Aujourd'hui, à l'oreille des politiques. Comment ça va, président? Ça va très bien. Il est très beau aussi, il a mis L'histoire d'une star de Bah, j'avoue que Cyril Hanouna est plutôt bel homme. Voilà, il n'est pas moche. Ce serait mentir de dire le contraire. l'audimat qui cumule amende record et record d'audience. Je fais mon métier, je divertis les gens tous les jours, je leur parle d'actualité. Où va s'arrêter celui qui semble tout pouvoir se permettre? Le nouveau parrain du PAF est-il devenu intouchable? Si Cyril Hanouna est aussi puissant aujourd'hui, c'est d'abord grâce à eux. Chaque jour, des fans par dizaines qui patientent devant les studios de télévision où Touche pas à mon poste est tourné. Certains sont venus de loin pour voir leur idole. Je mets 2 heures pour venir ici, 2 heures pour venir le voir. Ah bon? En transport. Ça fait combien de fois que vous venez ici? Moi, pratiquement tous les jours, je viens. Tous les jours, vous venez Presque tous les jours, je viens. voir l'émission? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Non, mais comment on peut être fan d'une émission comme ça? Mais le mec, il n'a pas de boulot. Le gars qui parle là, il est quarantenaire. Hein. Normalement, ce gars, il devrait avoir un taf. T'as pas autre chose à faire de ta vie? Et c'est mieux de voir ici qu'à la télé? Ah, bon, c'est pas la même chose. Ah ouais. Vous avez l'air essoufflé? Bon, on avait peur que ça soit permis. On sort de la douche et tout. 2 heures tous les jours pour aller voir Hanouna. Tu verras que ce daron-là, ce vieux daron, pour sa propre mère, il ne serait pas capable de faire ça. Sa propre mère malade va dire « Ah, j'ai mal au coccyx ». Mais pour aller voir Hanouna, 2 heures par jour. Non, mais il faut le faire quand même. Soit tu es chômeur, soit tu es marabouté, c'est pas possible. Ou tu es payé, je vois pas le... je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah ben, on est venu se détendre un petit peu, se défouler. Il règne en maître sur son plateau face à une dizaine de chroniqueurs. C'est pas parce que tu es habillé comme un perroquet que tu peux tout faire. Merci. Pour Cyril Hanouna, TPMP représente la France. Merci. L'émission donne la parole à tout le monde, aborde tous les sujets, même les plus polémiques. Merci à vous deux d'être avec nous. Tu vas dans une école, tu vas avec cette tenue ou pas? Franchement, ça, c'est pas faux. Il laisse la parole à tout le monde. Ça, au moins, on peut lui laisser ce... Bah oui. Comme en septembre dernier, avec ce débat autour de l'interdiction de l'abaya à l'école. Ça pose de problème à personne. Sur le plateau, une chroniqueuse connaît l'émission presque aussi bien que son patron. C'est Valérie Benaïm. On a le sentiment qu'il y a une forme d'hypocrisie. Et ça tombe bien. Cyril Hanouna nous a conseillé de l'appeler pour notre enquête. Valérie Benaïm, c'est celle qu'il appelle sa grande sœur. Ils se connaissent depuis 20 ans. Benaïm, c'est rebeu, ça, comme prénom, non? Et vous aviez celle-là. Voilà, bah, ça c'est Planète Arthur. On est très jeune, hein. On doit avoir 30 ans. Enfin, moi 30 ans et donc lui plus jeune. Parce qu'il est plus jeune que moi. Valérie Benaïm et lui se sont rencontrés dans une émission de radio présentée par l'animateur Arthur au début des années 2000. Ah, d'où la jalousie d'Arthur. Parce qu'Arthur, il a une dent comme ça contre Hanouna. Et vous savez, souvent, les gens qui, comment dire ça, qui vous ont fait naître, il y en a beaucoup qui sont jaloux de la réussite de leur poulain. Et moi, je trouve ça débile, en fait. Ça veut juste dire que bah, tu as été un bon prof. Tu devrais être honoré de voir un de tes poulains qui a réussi. Bref, je sais pas. Cyril, si on devait le définir, c'est quelqu'un qui, pour la darka, comme il dit, pour le plaisir, pour faire marrer les copains, pour amuser les amis, il est capable de tout. Cette émission ressemble à Cyril. C'est Cyril de A à Z, cette émission. Parce qu'elle suinte Cyril Hanouna.
elle suinte sa folie, son sens de l'improvisation. C'est ça qui est fascinant et qui me plaît parce que j'ai le sentiment tous les soirs à la fois de faire la même émission sans faire la même émission. Donc, il n'y a pas de lassitude possible. L'ambiance de travail avec les autres chroniqueurs, familiale selon elle. On est tous les jours, 6 jours sur 7, 3 heures ensemble, enfin même plus parce qu'on avait 2 heures de loge avant, donc on va dire que pendant plus de 4 heures ou 5 heures, vous côtoyez des gens de façon quotidienne. Je les vois plus que ma famille. Hein. donc, il s'instaure un truc de famille bis, quoi. Donc, on peut être d'accord, pas d'accord, s'invectiver, s'engueuler. C'est le rôti du dimanche. Hein. Le rôti du dimanche, vous pouvez vous engueuler avec votre beau-frère. Il n'en reste pas moins que c'est votre beau-frère et que vous le renvoyez le dimanche d'après et que vous vous claquez la bise. Voilà, c'est pareil. Là, c'est le père de famille? Ah, c'est tour à tour. Le père de famille, le patron, le sale gosse. Cyril, il a plein de visages. Valérie Benaïm est la seule chroniqueuse dont nous avons obtenu le numéro de téléphone grâce aux équipes de Cyril Hanouna. Bah, tu m'étonnes, ils ont envoyé la plus loyale de tous. Ils n'allaient pas envoyer un match de leurs mots. D'ailleurs, Bigard, il est devenu quoi, lui? Il a fait 3 émissions, on lui a demandé d'humilier une fille musulmane. Ça lui a pas plu, il a disparu. Et le soir même, elle était en plateau pour débriefer notre interview. Je suis en train de préparer mon complément d'enquête. Et aujourd'hui, il y avait Valérie Benaïm qui faisait une interview, parce que personne ne veut faire l'interview pour complément d'enquête. Par contre, omerta autour de ma personne. Et après, alors, on va comme ça, on va le faire avant. Alors, c'est quoi les questions? Genre, il n'y a pas eu de coup de pression aux autres, n'importe quoi. Genre, c'est de leur plein gré qu'ils ne vont pas balancer sur... vu comment ce sont tous des langues de PUTE, ces gens-là. Sans l'accord du boss, contacter les autres visages actuels de TPMP s'est révélé beaucoup plus compliqué. Si quelqu'un veut parler, bien sûr qu'il parle, mais qu'il m'appelle avant, sinon je le défonce. Aucun des principaux chroniqueurs que nous avons contactés. Mais je croyais que c'était comme une famille où on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein? Ouais, c'est en fait, Hanouna, c'est quoi? C'est le patriarche, c'est pas vraiment une famille. Alors, s'il y a une omerta comme ça, si on interdit le droit à la parole aux employés, ce côté, oui, familial, où chacun a le droit de dire ce qu'il pense, la liberté d'expression, ce sont des foutaises. C'est la liberté d'expression tant que tu fermes ta bouche. Et n'a souhaité nous accorder d'interview face caméra. Côté coulisses, l'animateur de C8 n'est visiblement pas toujours aussi souriant qu'à la télé. Moi, ma politique concernant ce monstre, c'est moins j'en dis, mieux c'est. Producteurs, chroniqueurs, techniciens. Nous avons échangé avec 32 collaborateurs directs de Cyril Hanouna. Certains sont toujours à ses côtés, d'autres sont partis travailler ailleurs. 9 d'entre eux refusent d'évoquer les relations de travail avec leur patron. 8 le trouvent formidable. Et 15 dénoncent un climat difficile. Après, vous me direz, comme toutes les entreprises, hein, il y a le patron, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui vont se plaindre. Bon. Il est capable d'une grande méchanceté. Au nom de la rigolade, il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qu'il a vraiment humiliés méchamment. En fait, il y avait une ambiance de terreur. Il ne fallait surtout pas contrarier le prince. S'il y en a plein qui parlent pas, c'est que tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu des gens pleurer littéralement dans la rédac. Il y a une vraie emprise, une vraie peur. Et moi, c'est le mot, c'est que j'avais peur. Nous avons pu entrer en contact avec un... Moi, je pense qu'il y en a aussi qui aimeraient continuer dans le milieu de télévisuel et qui ne parlent pas pour pas se faire griller, pour pas être grillé dans le milieu, hein, tout simplement. Pilier de l'émission. Et recueillir ses confessions par téléphone à 6 reprises. Notre source connaît tous les rouages de TPMP. Mais pour protéger son anonymat, nous avons réenregistré ses propos. La première fois que nous lui parlons, notre conversation va durer près d'1 heure. Personne ne peut imaginer ce qu'on vit. On nous dit pourquoi faut essayer, mais c'est le principe d'un groupe, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, que personne ne vous récupérera, vous finissez par le croire.
parce qu'il vous menace physiquement aussi. Notre source dresse le portrait d'un chef de bande qui n'hésiterait pas à punir tous ceux qui refusent d'aller dans son sens. Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « Tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un. Cyril Hanouna se reconnaît-il dans cette description de patron parfois autoritaire? Comme il a refusé nos demandes d'interview, nous allons tenter notre chance au pied de Radio France. C'est la rentrée, l'animateur de C8 est invité pour faire la promo de son émission. Pour tous ses déplacements, il est accompagné de son garde du corps. Bonjour Cyril. Je me demandais déjà avant de Bonjour, ça va? Ça va, Virginie, ça va bien? Vous venez parler de la rentrée? Je t'ai déjà parlé, ma chérie, ça y est. Là, c'est rare que vous accordez une interview. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'accorde une interview? Parce que mon père adore Salia. Céline Bader pour votre invité du jour et tous les soirs à la télé. Bonjour Cyril Hanouna. Bonjour Céline, bonjour Salia. Nous, on a un truc, c'est qu'on est l'émission la plus puissante du PAF. Et je le dis franchement, et je le pense aussi, que ce soit sur les réseaux, à l'antenne. Aujourd'hui, TPMP, c'est l'émission qui fait le plus parler. Nous le retrouvons à la sortie. Oui, par exemple, là, Ça, c'est pas faux. Hein. Tout le monde fait son beurre sur TPMP. Hein. vous parlez de la rentrée de TPMP, etc. Nous, on a eu beaucoup d'anciens salariés au téléphone qui disent que c'est très difficile de travailler avec vous, qu'ils dénoncent une ambiance toxique. Il y en a qui disent que c'est l'enfer, que vous avez des méthodes compliquées. Si vous prenez des gens qui sont... Je vais vous dire, il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 25 ans qui sont encore là. Enfin, bon, 25 ans, j'abuse, ça fait pas 25 ans, non, je travaille avec moi depuis 15 ans qui sont très contents. Et forcément, moi aussi, demain, je vais aller voir des gens, ils vont me dire, ah oui, j'ai travaillé avec Virginie. Ce ne sont pas des gens avec qui vous avez arrêté de travailler. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend ce que je vous dis quand il y a des gens qui disent qu'il y a un climat de peur, un climat toxique. C'est la première fois. Effectivement, pourquoi les autres, là, ils sont là-bas depuis autant de temps si c'est tellement toxique et invivable et machin? Les Benaïm, pourquoi ils restent là-bas depuis autant de temps? Le chèque, il doit être salé aussi. Hein. Vous entendez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit ça? Non, jamais. Je vous jure, mais franchement, jamais. Et pourquoi vous accordez rarement des interviews? Parce que déjà, j'aime pas, je déteste parler de moi. Donc déjà, ça c'est en un. Et deux, c'est vrai que les interviews, je sais pas, je me dis, on me voit tous les soirs à la télé. Donc si on veut savoir un truc, je le dis à la télé. Je dis toujours la vérité, je dis toujours des trucs à la télé. Il y a encore un peu d'espoir? Ouh, il bégaye beaucoup, hein. Peut-être de vous avoir en interview? Voilà, c'est dur, hein. Ce sera notre seul entretien filmé avec Cyril Hanouna. Dommage, car nous avions bien d'autres questions à lui poser sur la fabrication de ces 2 heures d'émission quotidienne. Mais heureusement, notre source est là pour nous en dévoiler certaines coulisses, à commencer par l'organisation du plateau. Les places sont très précises en fait. La première place à droite, c'est son copilote. Donc c'est son meilleur. C'est celui qui regarde pour voir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. L'invité est à droite, les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Et de l'autre côté, à gauche, il y a Daniel. À la droite du Père, ça fait très christique tout ça, hein. À la droite de Jésus, quoi. Mais en fait, la première à avoir dit que chacun jouait un rôle, c'était l'ex-chroniqueuse qui s'appelle... J'ai oublié son nom. Elle avait dit que chacun avait des rôles attitrés. Il devait jouer un personnage. Donc, du coup, dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pensent, parce qu'on leur a en fait, en quelque sorte, donné un cahier des charges. C'est Enora Malagré qui avait dit ça. Et à l'époque, ils avaient dit non, c'est faux, on est libre de dire ce qu'on pense, on n'est pas les marionnettes de Hanouna, bref. J'entends qui dit par mot. C'est vraiment la droite l'important. Benaïm, il l'appelle la rigueuse. Il dit qu'elle n'a aucun intérêt, mais qu'elle en a un, c'est qu'elle arrive fort. Oh, vous avez entendu ça? Attendez, je récapitule. Benaïm, qui en début d'émission, la meuf hyper loyale, est venue dire non, mais Hanouna, il est génial, c'est vraiment une famille, tout le monde s'aime, c'est mon poteau à la compote. Elle est là, elle prend son dos, et à Skip, d'après le témoin, Hanouna, il dit d'elle par derrière qu'elle est inutile. Ah non, 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 non. Et moi, je suis elle. J'entends qu'il parle de moi comme ça par derrière. Une vendetta s'impose.
Une vendetta s'impose. Hein, dire que elle, attends, si c'est vrai ce qu'il raconte ce mec-là, ça veut dire que ça fait des années, elle croit que Hanouna, c'est son poteau, qu'entre eux, il y a du respect, etc. Mais que dalle! Comment tu peux appeler une femme, une meuf, dire elle est inutile? Eh Seigneur, non, non, non. Mathieu Delormeau, c'était l'homosexuel. Eh non, mais le témoin qui parle là, alors, il dit quoi? Mathieu Delormeau, lui, son rôle, c'est l'homosexuel humilié. Voilà, c'est chacun. Il y a l'inutile, l'homosexuel. Eh Seigneur. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà, bien sûr, rien, merci tout. Mais ça me... N'oublions pas non plus les nouilles dans le slip. D'ailleurs, Delormeau, il a quitté l'émission, ça fait un moment, juste avant que le complément d'enquête sort. Alors, est-ce que Delormeau, il a fui le complément d'enquête parce que Hanouna a découvert que c'était lui la taupe? Est-ce que Delormeau a quitté l'émission parce qu'il avait peur des représailles? Ah, on ne sait pas. Hein. Place, on appelle ça la place de la pointe. C'est une place intéressante car il y a beaucoup de caméras, donc quand on fait un large, elle est tout de suite dessus. Attends, donc en fait, l'autre, elle est appelée la potiche. C'est la meuf qui apparemment, elle aurait des affaires de mougouli dans la chambre avec Hanouna. Il y aurait des rumeurs. D'ailleurs, c'est Akabel qui avait balancé ça. Mon live est toujours disponible. Comme quoi, la blonde, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, et Hanouna, ils feraient des choses moins de 18, ok, qui ne seraient pas pour les enfants. Et après, elle apprend que elle, son rôle, c'est la potiche. Hey. Potiche, une femme l'a occupée il y a 5 ans. Jessie, bonsoir. Oui, bonsoir. Jessie, vous êtes contente d'être avec nous? Je suis ravie. Eh ben, merci. Alors, Jessie, qui est ta nouvelle. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose. Hein, on peut pas se mentir. Jessie Claire a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, à peine 3 mois. Et elle en garde un souvenir douloureux. Moi, ça me mettait la pression d'être en présence de Cyril. Pourquoi la pression? Honnêtement, la peur d'être humiliée. Tout le temps. À partir de ma première émission, je sais pas que j'avais une petite prière, mais presque, de me dire faites qu'il se passe rien de grave aujourd'hui et que mon image soit respectée. Ben, déjà, quand on t'appelle la potiche, tu sais que ça va pas bien se passer. Enfin, moi, je trouve que c'est très rabaissant vis-à-vis de la femme, hein, d'appeler une femme une potiche et lui attribuer ce rôle. Où est le respect de la femme? Ces mecs-là ont-ils une mère? Moi, c'est la question que je me pose. Ils n'ont pas une image très flatteuse de la femme. Hein. Là, c'est plus du machisme, c'est du masculinisme. Hein. Venir appeler, en fait, en 2023, une femme une potiche. En plus, c'est une meuf, elle a l'air d'en avoir dans le cerveau. C'est pas la... Elle dit, elle était là pendant 3 mois. Jessie Claire n'a pas oublié sa première apparition à l'antenne. Une mise en scène de speed dating avec les autres chroniqueurs. Un moment particulièrement humiliant selon elle. Là, tu sers de bout de viande. J'aimerais savoir, c'est qui la mégère? C'est qui la casse-bonbon, là? C'est pas celle qui a une dégaine de professeur de lycée, là? Qui raconte toujours n'importe quoi. Elle s'appelle Jessie, elle est originaire du Sud. Elle a fait ses études à je crois que tous les garçons l'ont vue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle? Elle est splendide. C'est tout. Vous? Fraîche. Magnifique. Très belle. Très intelligente. Ah, ça, il faut. Dans ma tête, ça tourne à 3000 et je me dis c'est exactement tout ce que je ne voulais pas. Ben, pourquoi t'es venue alors? Tout le monde sait comment il est, Hanouna. Enfin, moi, elles me font rire, ces meufs-là. Elles ont des diplômes Bac+10, master, etc. et doctorat. Et elles vont chez Hanouna en pensant être respectées. Et ça encore, ça montre en fait à quel point être belle pour une femme, c'est à la fois un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Parce que tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Dès lors que tu es jolie, tu seras constamment réduite à un bout de viande, à ton physique. Et ça, c'est dommage. C'est ça qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles entrent dans la politique, par exemple comme les Merkel, etc., elles se rasent les cheveux, elles mettent des costards, et en fait, elles se masculinisent un maximum pour être prises au sérieux. Aujourd'hui, pour l'homme
En tout cas, moi, je parle du pays que je connais, hein, parce que je n'ai pas grandi dans un autre pays. Je parle du pays que je connais. Pour beaucoup d'hommes, ici en France, dans le pays dans lequel j'ai grandi, une belle femme peut pas être intelligente. Voilà, si tu es belle, tu es forcément bête ou tu dois être réduite à un bout de viande, quoi, une chose. Voilà, un objet. D'entrée de jeu, dans les premières secondes, le nouveau bout de viande, un physique, quoi. On sait très bien qu'on est là pour faire le show, mais en même temps, moi, j'avais pas signé du tout pour ça. Après 3 mois passés sur le plateau, Jessie Claire n'a pas été reconduite chez TPMP. Selon notre source anonyme, rien n'est laissé au hasard. Là, elle voulait pas twerker, c'est pour ça. Pour assurer des débats animés à l'antenne. Comme ce soir de janvier 2022, quand Nordal Lelandais, l'assassin de la petite Maëlys, est jugé devant les assises. On a demandé à l'équipe de débattre sur la peine. Évidemment, tous les chroniqueurs étaient contre. Donc Cyril est rentré dans la salle et il a dit il n'y aura pas de débat s'afficher. Il a dit démerdez-vous, j'en veux 2 qui soient pour. Je pense qu'effectivement, si cette affaire doit servir à quelque chose, elle a peut-être de servir à quelque chose, c'est effectivement à relancer le débat sur la peine. Oui, ça, j'en suis assez convaincu. Tout est faux. C'est ça qui est assez marrant. On raconte des choses qui sont totalement fausses. C'est exactement ce qu'elle avait dit Enoura Malagré. Et eux tous, là, sur le plateau, ils ont essayé de la faire passer pour une menteuse. TPMP, une émission scénarisée, comme l'affirme notre source. Ce n'est pas ce que raconte cette scène diffusée dans un documentaire produit par Cyril Hanouna sur les coulisses de son émission. Agathe, même si je suis pas d'accord avec toi, c'est bien que tu dises ce que tu penses. Après, mais dans les coulisses, voilà comment ça se passe vraiment. Nous avons récupéré des dizaines de SMS échangés entre la production de TPMP et ses chroniqueurs. Avant de passer en plateau, leurs interventions... Attends. Et du coup, là, je pense à un truc. Donc, Gilles Verdez, quand il défend les Noirs et les Maghrébins, il n'est pas sincère. Et quand il défend les femmes aussi. Sont dictés au mot près ou presque. Pour Guillaume Janton, les éléments de langage sont différents. Non, mais là, on s'ennuie un peu, là. Ça fait combien, là? Ça fait une demi-heure? Je m'ennuie un peu, là. Il n'y a rien de croustillant, il n'y a rien de... Hein. C'est un peu fade, hein, là, France 2. Hein. Là, je dors, là. On apprenait plus avec nous, les blogueurs, que complément d'enquête, là. Je ne veux pas taper sur le truc, hein, mais là, je m'ennuie un peu, là, frère. Je suis à 2 doigts d'arrêter le live, là. C'est naze. Tourne à l'émeute. Une unité de police parisienne, la Brave M, se retrouve en première ligne et au cœur de plusieurs scandales. Certains de ses membres sont accusés de violence contre des manifestants. En pleine polémique, Cyril Hanouna prend l'antenne et annonce un scoop TPMP. Violence, pétition, faut-il dissoudre la Brave M? On aura 5 membres de la Bravem avec nous. Ils seront bien entendu masqués. C'est la première fois qu'ils vont donc témoigner dans une émission. C'est vraiment une exclusivité. Comment on rentre dans la Bravem? Comment on fait partie de la Bravem? Comment ça se passe? Bonsoir, merci de nous avoir invités. C'est important. Je trouve scène. Face à Cyril Hanouna, 4 silhouettes cagoulées, vêtues de noir, sont présentées comme des policiers appartenant à la Bravem et à des unités spéciales. Tout a changé. Et ce lien, pour protéger leur anonymat, leurs voix sont truquées. D'accord avec ça. Et témoigner qu'il ne faut pas défier le parrain du PAF et son clan. Je te mets un morceau de mortadelle au fond charcutier. Ce SMS, la star de C8 l'a adressé à un ancien ami devenu son ennemi, l'animateur Arthur. Dans d'autres messages, le présentateur de TPMP cible les équipes de TF1 qui travaillent avec son ancien mentor. Un homme dit avoir payé très cher son refus de travailler avec le boss de TPMP. Julien Cazard, un amoureux de football qui a été l'une des figures de l'humour sur Canal+. Julien Cazard décline. Quelques semaines plus tard, il accorde une interview au magazine France Football qui va mettre le feu aux poudres. Julien Cazard, j'ai dit non à Cyril Hanouna.
il y a un côté un peu Charles de Gaulle, peut-être excessif, parce qu'il ne faut pas déconner. L'article sort, moi je fais pas attention, et un jour, je suis chez moi, tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Je décroche, je lui dis, tiens, qu'est-ce que vous me dites? Et là, mais je crois que c'est une blague. C'est-à-dire que le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. Le mec, Comme quoi, le million, ça lui a pas donné la classe à Hanouna. Hein. Caricature sur le Tony Montana du pauvre, quoi. Je dis, et là, je me dis, bon, ok, il me fait, je dis, ok, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Je ne me rappelle plus exactement, mais ça va être des insultes, mais bon, trash. Je sais où t'habites, je sais où t'es, je sais qui t'es. Je dis, si t'arrives. Je peux pas imaginer que ce mec-là qui danse les sardines, là, avec les épaules, physiquement, violemment, à ce point. Je dis, ok, c'est une blague, super drôle. Et puis je raccroche. Le mec me rappelle. Il me dit, non, mais t'as cru que je rigolais, là? T'as cru que tu sais pas qui on est, mec? Quand je vois qu'il commence à être sérieux, je me dis, attention. Là, on est sur un truc chaud, parce que moi, je le connais pas, je sais pas qui il connaît. Je sais qu'il est toujours un peu entouré de gens un peu costauds, il aime bien ce milieu-là, il aime bien ce... Moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer si je... C'est Tony Montana, Hanouna. Qui a déjà vu Hanouna se battre? Parce qu'on dit souvent que les grandes, ils font pas grand-chose. Hein? Moi, je veux bien qu'ils disent à un mec, ouais, viens, on se péta, mais faut te battre pour de vrai, Hanouna. Le 8 février 2016, Julien Cazard se rend au commissariat. Il porte plainte contre Cyril Hanouna pour appel téléphonique malveillant. Dans la foulée, il informe ses supérieurs à Canal+, dont le directeur des sports. Je raconte ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna. C'était en mode, mais non, Cyril, c'est pas son genre, vous êtes mal compris. Il dit, non, non, c'est pas mal compris. Il dit, oh là là, on va arranger ça. Je dis, mais tu sais, moi, je suis allé porter plainte au commissariat. Parce que je dis, moi, s'il arrive, je le laisse frapper le premier. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, derrière, ce ne sera pas moi le méchant du film, il ne faudra pas m'expliquer que je suis viré parce que, voilà. Il dit, non mais attends, Julien, il n'y a aucune raison que toi... Ah non, non, on est très embêtés. Retire ta plainte très vite. Michael Zazoun, lui, n'a pas seulement subi les foudres de l'animateur de C8, il a dû affronter la vengeance de tout son clan. Oui. Ils adorent ça, hein, s'en prendre aux gens à 12 contre 1. Je l'ai vécu, ça, pas avec Hanouna, hein, attention. Hein. Mais le milieu, là, hein, l'audiovisuel, télé-réalité, machin, là, les Liberda, à se mettre à 15 contre 1, ils savent faire que ça. Parce que seuls, ils sont lâches. Il n'y en a aucun qui est venu me voir en face, mais par contre, faire des meutes et tout, ça, ils sont très forts. Bonjour. Bonjour, vous appelez pour l'annonce? Oui, j'appelle pour l'annonce. C'est quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? C'est lorsqu'il a découvert ce canular que Michael Zazoun s'est décidé à tout dénoncer. Par l'ARCOM, C8 a écopé d'une sanction de 3 millions d'euros. Un jour, un de ses collègues lui rapporte une phrase que Cyril Hanouna aurait prononcée. Il a dit tout fort, je vais pas signer Zazoun. Zazoun, c'est un PD, les PD, ça finit toujours par ton... Au début, sincèrement, je fais pas trop gaffe à cette phrase, qui est de la bêtise pure et dure, mais je me dis, bon, c'est une seule voix, peut-être que Jean-Michel a exagéré, je sais pas. Sauf que Nora m'a confirmé cette phrase quelques jours après. Là, je me dis, j'ai pas envie de bosser pour cette personne-là, en fait. Bah, c'est clair. En janvier 2015, en cours de saison, Michael Zazoun quitte Virgin Radio. Il retrouve son métier initial, pharmacien. Puis il finit par publier un texte sur Facebook pour dénoncer, selon lui, l'homophobie de son ex-producteur. Michael Zazoun, c'est un PD, et les PD, ça finit toujours par les Cyril Hanouna 2014. Mais il est vrai. Ah, mon chéri, ce genre de phrase, ça fait mal, mais sache que nous, les Renois, on s'en mange tous les jours des comme ça et des beaucoup plus épicés. Hein. Bienvenue dans le monde des immigrés, mon cher. Il a été choqué par une phrase dite derrière son dos, mais nous, on s'en prend plein le visage comme ça, en face et également par derrière. Hein. Et ça, tous les jours depuis qu'on est petit, hein, depuis la maternelle. Lui, il est choqué pour une phrase. Nous, on devrait dire quoi? C'est pas seulement dans les phrases, hein, nous, hein, c'est dans les actes aussi. Hein. De toutes les haines qui l'animent, l'homosexualité prend une résonance particulière. Je l'ai écrit le matin, je l'ai publié l'après-midi. Son texte reçoit alors un écho médiatique qu'il n'avait pas imaginé. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Dimanche, je commence à recevoir 2 appels de coups de fil anonymes. Je fais pas gaffe. Et lundi matin, à mon réveil, ça je me rappelle, ça sonne 1 fois, 2 fois, bim, ça raccroche. Là, il y a un blanc, ça coupe. Et là, je commence à me dire, ouais,
C'est très étrange. C'est pas une erreur, quoi. Surtout quand il y a un long silence au téléphone. Allô, allô. Bam, ça coupe. Et de manière très, très répétée. Et soudainement, au bout de, je ne saurais pas vous dire, 10-12 appels quasi d'affilée, et il y a un blanc, j'entends t'as pas honte de ce que t'as fait à Cyril Hanouna? Qui êtes-vous? Ça te regarde pas. Bim. Très longtemps attendu. Donc apparemment, c'est la daronne de Hanouna. La daronne. Non, mais sérieusement, comment tu peux être une daronne te comporter comme ça? Je kiffe mon jingle, mais grave. Je dis, ah, mais alors c'est qui? Je dis, vous avez pas une idée? Bah, évidemment que non, j'ai pas d'idée, je vais porter plainte. Elle me dit, c'est Madame Hanouna. Alors là, je vous assure, je suis tombé dans ma tête de 15 étages. La mère de Cyril qui est capable de faire ça, c'est pas une fan, c'est sa mère. Qui se croit toute puissante, omnipotente, à l'instar de son fils, et qui se permet de faire ça sans problème. Ah ben, les chats font pas des chiens, hein. Hanouna n'est pas devenu ce qu'il est. Tout est une question d'éducation, on est d'accord. Esther Hanouna a été condamnée à 440 € d'amende. Nous l'avons eue au téléphone, mais elle ne souhaite pas revenir sur cette affaire. Oui, un gros bisou à ma maman, voilà, qui était au poste hier. Quelle daronne, qui avait ça. mal parlé de moi sur Facebook, et elle m'a appelé et elle lui a dit voilà, c'est pas bien, donc plusieurs fois, et elle a terminé au commissariat. Voilà. Ah, la daronne. Eh non, mais sérieusement, ta dignité, maman, ta dignité. Arrivé à un certain âge, on doit se comporter de manière digne. On doit être au-dessus de tout ça. Oh. Aujourd'hui, Arnaud Lagardère n'est plus le patron de Cyril Hanouna, mais son ami. Il lui a d'ailleurs demandé l'autorisation avant de nous parler. Qu'est-ce qui vous laissait penser justement qu'il fallait aller un peu au-delà de l'amuseur qui fait des sketchs un peu potaches à l'époque? C'est ça, l'envie. Il en avait envie. Il était passionné et ça se voyait dans son phrasé, ça se voyait dans son regard. Ouais, c'est ça. C'était comme si la méritocratie, ça fonctionnait ici en France et surtout dans leur milieu là. Dis-nous où il a signé, ok, Lagardère. Dis-nous où Hanouna a signé, avec quoi il a signé, quel tablier il a porté. Son tablier, il était blanc ou il était doré, ok. Dis-nous les petits trucs qu'il a dû faire pour arriver au sommet. Dis-nous si ça s'est passé à Paris, ou ça s'est passé à Marseille, ou ça s'est passé à Montpellier, ou ça s'est passé, est-ce que le sol, il était en damier, ou le sol, il était gris souris. Hein? Dites-nous si la déco, elle était family friendly, ou si la déco, il y avait un triangle dessus avec un œil. Dis-nous si le logement où il a signé le contrat, il y avait des piliers, ou est-ce que s'il y avait juste des murs et des murs adjacents. C'est ça qu'on veut savoir. C'est quand même une émission sur... Moi, je pense que Hanouna, honnêtement, il ressemble à quelqu'un qui a un gros complexe. Vous voyez, même s'il est de la haute, je pense à un homme depuis sa jeunesse, de par ses origines et de par, vous savez, son faciès, il fait très, très tunisien. Il a dû être pas mal rabaissé, être pas mal minimisé. Et il ressemble un peu au profil du genre de personne qui a une revanche à prendre sur la vie. Vous savez, toujours le dernier de la classe avec qui on ne partageait pas son goûter, celui qui a toujours voulu être parmi les grands, parmi les personnes charismatiques. Moi, je le vois bien comme ça dans sa jeunesse, le mec tout timide dans son coin, super réservé, qui n'a pas confiance en lui et qui voulait faire partie du groupe des leaders, de ceux de la classe qui sont, comment on dit ça, vous savez, dans toutes les écoles, il y a un groupe comme ça, ils sont super populaires, voilà. Il a toujours voulu faire partie du groupe des gens populaires. Et pour ça, il était prêt à faire du lécher, tout faire, lécher des bottes, etc., etc. Et je pense qu'il n'a pas eu une enfance très heureuse d'un point de vue psychologique et surtout d'un point de vue de l'ego. Je pense que son ego a dû être souvent froissé et qu'il a dû faire des choses extrêmement humiliantes pour en arriver là où il est. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on l'a vu. Parce qu'il voulait absolument faire partie des gens populaires. Et il est resté cet enfant. Il n'a pas grandi, en fait. Hanouna est resté l'enfant complexé qu'il était
quand il était en primaire, au lycée, etc. Je suis sûre qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'amis. Ça devait être le gars que les gens populaires devaient humilier à longueur de journée. Le mec qui tenait les sacs des gens populaires. Vous voyez un peu? Qui tenait leur cartable, qui faisait leurs devoirs, etc. Tout pour gratter un petit peu de leur popularité. Mais là où il a été malin, et là où les gens comme lui, ils arrivent toujours très loin dans la vie parce qu'ils ont une soif de vaincre. Mais le problème, c'est que ça reste. Le petit enfant qu'ils ont été, il reste. Il ne sera jamais satisfait de lui-même, Hanouna. Parce qu'il aura toujours pour lui-même cette image de l'enfant complexé. Du petit qui voulait être quelqu'un. Il aura toujours l'impression de ne pas être à sa place. De ne pas mériter ce qu'il a, etc. Il va copiner avec les gens populaires. Il saura le faire. Il a la tchatch. Mais je pense que Hanouna sera un éternel insatisfait, un éternel complexé. Et même quand il est dans leur soirée, etc., et ça, tu le vois dans son comportement, sa vulgarité, etc., je pense que lui-même, il n'est pas très fier de ça. Mais il s'est cantonné à ce rôle-là, du petit Tunisien hyper vulgaire, hyper villageois, parce que c'est ce qui lui a permis de grimper les échelons. Mais je ne pense pas qu'il soit très fier de cette image-là de lui-même. Vous voyez un peu? Il aura toujours le syndrome de l'imposteur. Oui, bah, il l'utilise tant qu'il leur apporte de l'argent, mais quand il rapportera plus d'argent, Hanouna, les riches lui rappelleront qu'il n'est pas des leurs, qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent. Moi, Hanouna, c'est un peu, vous savez, l'archétype du bourgeois pauvre. Il a les titres, mais il avait les titres, mais il n'avait pas l'argent qui allait avec. Moi, je ne serais pas surprise d'apprendre que Hanouna, dans sa vie, il est peut-être certes d'une famille aisée, mais qu'il était pauvre, qu'il a connu des moments de galère financière, ou que sa mère a été pauvre, qu'il a connu la pauvreté. Il y a plein comme ça, vous savez, des nobles et des bourgeois, notamment après certaines crises financières et tout, ils n'avaient que leur titre, hein. Mais financièrement, ils galéraient. Et du coup, ils perdaient tout intérêt pour leurs semblables. C'était un petit peu au bas de l'échelle, quoi. Bon, je passe au truc Booba, là, je m'ennuie de ouf. Il n'y a pas autre chose, là? Attendez, je vais essayer. Lui, Boyard, ça, c'est intéressant, par contre. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Donc ici, Effectivement, alors Bolloré a déforesté le Cameroun. Les Camerounais ont porté plainte contre Bolloré pour la déforestation et pour exploitation, hein, esclavage, etc. Bien sûr, ça ne passe pas dans les médias. Hein. Voilà. On vient de parler du groupe Bolloré. Ça fait un moment que la plainte, elle traîne. Il est censé être en procès, il ne se pointe jamais au procès. C'est dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Hein? Tu viens foutre ici. Mais j'ai aucun problème de Bolloré t'a donné de l'argent parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Aucun problème à travailler pour nous. Louis Boyard connaît bien le plateau de TPMP. Avant d'être élu député de la France Insoumise, il était chroniqueur chez Cyril Hanouna. Vous n'avez pas dit, je vais quand même dans le groupe Bolloré, je vais C'est même pas un truc qui m'est venu en tête. Non, ça ne vous vient pas en tête. C'est justement parce que bon, au moment où il y a le nom Bolloré, j'ai une petite pensée qui traverse ma tête en disant ah c'est le propriétaire. Ils ne seront pas contents, ils ne me réinviteront pas, mais c'est un truc qui vous sort rapidement de la tête. Vous vous imaginez pas que vous allez derrière avoir la panique que ça a créé. Tu es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de raconter élu ou pas élu, je vois pas responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, dans tout ça, en fait, vous vous retrouvez juste au milieu d'une meute qui vous attaque. On n'a pas le droit de Même Gilles Verdez, il a perdu son sang-froid. Les masques tombent. Il est venu faire ton show. Dernier responsable, Cyril. Et toi, l'irresponsable, t'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis entièrement d'accord avec ça. Hanouna, il a vraiment contribué à la montée d'Éric Zemmour. C'est lui qui l'a popularisé. Éric Zemmour et comment il s'appelle et Jean Messia. C'est lui qui a rendu le racisme cool. Ok, family friendly. Voilà. Sans Hanouna, honnêtement, Zemmour, il n'aurait pas eu autant de voix.
il n'aurait pas eu autant de visibilité. Il n'aurait pas été aussi populaire. Et ce que je trouve triste, parce que Hanouna, à la base, c'est un Tunisien, c'est un étranger, en fait. Et je suis sûre que lui-même, il a dû subir des injures zémouristes tout le long de sa vie. Mais ça ne le dérange pas de faire subir ça à nous, le peuple. Voilà. Il fait des choses. Qu'est-ce que tu as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour les gens, toi? Moi, tout ce que je fais, moi, tous les jours, il y a 200 gamins qui moi, dorment pour sous les un gens. pont à Moi, tu as relogé plein de aider à avoir un diagnostic social. Les gens, ils sont zémouristes, mais ils se font des en or grâce à l'Afrique. Hein. Tu as fait à part mettre un costume et faire un petit. T'étais où Allez, tais-toi. Non, mais c'est sérieux ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours. Moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je ne parle pas d'actualité. Tu fais pas ton métier. Tu protèges ton patron au moment où on fait. Comment vous vivez cette scène à ce moment-là? Je ne comprends pas. Vous voyez, enfin, d'ailleurs, là, en revoyant les images, du coup, ça me permet de recontextualiser. Moi, je ne pensais pas que ça allait terminer comme ça. Je continuais mon propos. Ce déchaînement d'insultes a duré 9 minutes et 25 secondes. Il a valu à C8 une amende record de l'Arcom, 3,5 millions d'euros. Ce que j'observe, c'est que c'est quelqu'un qui est totalement soumis à son milliardaire. Pourquoi soumis? Parce que vous avez vu, là, il avait peur. Mais moi, je ne suis pas en guerre contre Cyril Hanouna, au contraire. Moi, je suis plutôt pour un mouvement de libération de Cyril Hanouna. Je veux que Bolloré n'ait pas autant de poids et de pression au point que ses chroniqueurs et ses journalistes aient peur de le critiquer sur des chaînes sur lesquelles on aurait le droit de critiquer n'importe quel milliardaire. Qu'est-ce que vous En même temps, c'est son patron, donc bon. pensez de cette séquence? D'ailleurs, tenez, je suis tombée sur ça, en parlant des milliardaires qui exploitent l'Afrique. Amis ivoiriennes, amis ivoiriens, depuis ma prise de parole à l'Assemblée nationale, je reçois de très nombreux messages depuis la Côte d'Ivoire et vraiment, je tiens à vous en remercier. Ça me touche droit au cœur. Et je veux aussi apporter quelques précisions sur ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, car je reçois aussi beaucoup d'interrogations. Dans la vidéo que beaucoup d'entre vous ont vu circuler, elle a déjà fait plusieurs millions de vues, c'est très impressionnant. Et ça me rend très fier que ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale puisse faire ainsi le tour du monde. Vous m'avez entendu dire que mon pays, la France, vole à la Côte d'Ivoire 325 millions d'euros. En réalité, j'ai fait une petite erreur, on est plutôt pas loin de 400 millions, 374 très exactement. De quoi je parle? Je parle du commerce extérieur de la France. C'est un abus de langage, évidemment. Je fais exprès de choisir ces mots pour faire réagir mes collègues à l'Assemblée nationale parce que la France, eh bien, a un commerce qui est excédentaire vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous envoyons plus de choses en Côte d'Ivoire que nous en recevons et les échanges sont très inégaux. Nous envoyons des produits pharmaceutiques, nous envoyons des céréales, nous envoyons du tabac et nous recevons essentiellement du cacao et des fruits exotiques. Voici quelle est la nature des échanges entre la France et la Côte d'Ivoire. Et j'ai parlé aussi, parce que je n'ai pas peur de le dire, des intérêts français qui existent en Côte d'Ivoire, notamment du groupe Total. J'ai parlé aussi du groupe Bolloré, même si maintenant ce groupe a quitté la Côte d'Ivoire pour la partie des infrastructures en tout cas. Mais je crois que quand on parle des sujets d'immigration, parce que c'était le sujet à ce moment-là à l'Assemblée nationale, quand on parle des sujets d'immigration, il faut être capable de penser les choses au global. Et je dois dire que j'ai vu un commentaire qui m'a fait bien réagir et qui m'a fait bien plaisir. C'était quelqu'un qui disait « Ah ça, pour l'immigration des matières premières, personne ne s'en plaint. Pour l'immigration en France des matières premières, personne ne s'en plaint. » Je crois qu'il est temps, grand temps, d'en finir avec ce système d'exploitation des matières premières en Afrique, qui ne concerne pas seulement d'ailleurs mon pays, la France, mais qui concerne d'une manière générale un certain nombre de grandes puissances dans le monde. Et pour ma part, je pense qu'il est grand temps que nous ayons, avec l'ensemble des pays d'Afrique, des relations d'égal à égal, de coopération, de justice réciproque et non pas d'exploitation comme cela a pu exister dans le passé. Bref, tout ceci pour quand même vous remercier de vos nombreux messages qui m'ont fait très plaisir et ne vous inquiétez pas, à l'Assemblée nationale française, la lutte continue pour des relations justes, équitables, équilibrées, égales, respectueuses entre nos deux pays. Alors, d'ailleurs, en parlant de noir, donc Askip, Askip, il a fait ça, Hanouna. Après, il vient taper des checks à Booba, alors qu'il a fait un blackface. Ah ouais, t'es de ce genre-là, hein? Je savais pas qu'il était comme ça, Hanouna. Voilà, ça se tape des blackface. Et après, ça vient faire Booba, t'es mon frère, t'es mon ref.
Hein? Voilà, bref. Continuons. On va passer à la partie de l'interview de Booba parce que là, je m'ennuie trop. J'ai bien fait de dormir parce que j'allais gâcher mon sommeil pour rien, là, honnêtement. B2O, BA. Allez, on y va. Publiquement de Cyril Hanouna. Bonsoir Booba. Bonsoir. On n'entend pas beaucoup vos collègues à propos de l'animateur de C8, même si on a l'impression qu'il monopolise les débats publics. Pour quelle raison, à votre avis? D'ailleurs, en parlant de collègues, il y a Gims qui a réagi à l'interview de Booba et il s'est rangé du côté de Hanouna, visiblement. Hein, et du coup, il a été relayé par Booba. Alors, Gims, il a envoyé un tacle à Booba, qui est hors sujet d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas le rapport entre le tweet de Gims et complément d'enquête. Alors, voici ce que Gims a publié. Et honnêtement, je trouve ça très décevant. Cette manie qu'il a, Gims, est toujours du côté de ces gens-là et jamais du côté du peuple. Alors qu'il vient du peuple. Il a l'air d'oublier d'où il vient, celui-là. Regardez comment il est pressé de Poucave. Celui-là, t'as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500K de place pour ton Stade de France. T'es Winnie. Voilà. OK, en repostant une photo désolé, c'est mes proches qui m'envoient des messages, de Booba à complément d'enquête. Et Booba, il a répondu « Fais voir tes yeux ». Voilà. Bon, allez, on continue. Mes collègues, on les entend sur aucun sujet, que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit politique. On les entend très rarement. Vous pensez qu'il fait un peu peur aussi parce qu'on a besoin de lui pour la promo notamment? Je pense qu'il fait un peu peur et je pense que de nos jours aussi, les artistes, que ce soit les footballeurs, les personnalités publiques, je pense qu'ils sont très lâches. Alors que vous préférez... De nos jours, je pense qu'ils ont toujours été comme ça. Et du coup, ça met vraiment un coup à l'image du rappeur borderline, iconoclaste, apolitique, qui mougou la maman de la police, etc., etc. Vous savez, les rappeurs qui se la jouent. Là, maintenant qu'on comprend, en fait, une fois qu'ils sont confrontés à la réalité, que la plupart des rappeurs sont juste des guignols. Confrontés aux vrais problèmes que tu vois, que vos rappeurs que vous prenez grave au sérieux, vous les prenez trop pour des gangsters, la plupart, ce sont des enfants. Ce sont des lâches. Ils se la jouent gangster que quand il faut insulter les femmes. C'est leur niveau là-bas. Insulter les femmes, insulter la police. Mais une fois en tête-tête, il n'y a plus personne. Préférez avoir un ennemi que la moitié d'un pote. En tout cas, c'est ce que vous chantiez quand j'étais jeune. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, il y en a quelques-uns chez le public le moins jeune. Vous êtes une star du rap, une star des réseaux sociaux aussi. Vous êtes reconnu pour vos textes, connu pour vos clashs violents aussi. Parfois, vous étiez plutôt proche de Cyril Hanouna il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, vous lui avez déclaré la guerre. Pour quelle raison? Est-ce qu'il a changé? Au début, c'était bon enfant. Il était assez neutre. Il faisait pas de politique. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il a été récupéré. Je pense que c'est un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir. Et il a totalement changé. Il est devenu arrogant, agressif. Il pétait plus haut que son cul, quoi, tout simplement. Moi, je suis pas d'accord avec Booba. L'argent et le pouvoir ne changent pas les gens. Ça les aide juste à devenir ce qu'ils sont en réalité au fond d'eux. C'est tout. Parce que si tu as un bon fond et que tu as eu une bonne éducation et que tu as des principes, que tu as des valeurs, même si on te donne tout l'or du monde ou tout le pouvoir du monde, il en restera toujours quelque chose. C'est Cyril Hanouna, quoi. Quelqu'un de simple, assez gentil, bon enfant. Voilà. Pas un homme politique, pas un voyou. Aujourd'hui, c'est un homme politique, Hanouna, vous diriez? Ouais, pour moi, il est devenu un peu le gourou de son émission. On voit très bien que ses chroniqueurs sont à ses pieds, qu'il les manipule, qu'il les maîtrise, qu'ils sont pas libres de leur discours. Alors, à l'époque, Cyril Hanouna, donc, il vous invitait régulièrement sur son plateau. Là, ça fait quelque temps qu'il ne prononce plus du tout votre nom. Il y a une fois où il a fait une allusion. En tout cas, il boude. Vous êtes senti visé par ses propos.
Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu es face à face avec moi, et Paris, c'est petit. Alors, il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais quand un jour à Paris, on verra comment ça se passera. Voilà les chéris. C'est vous la personne qui est loin et qui fait le malin? Si c'est pas moi, je vois pas qui ça peut être. Donc là, on a un Cyril Hanouna du 93, semi-mafieux, semi-racaille, en survêtement. Il fait des menaces déguisées. Donc à aucun moment, c'est son rôle, il est dans son rôle. Là, c'est pas Cyril Hanouna, c'est le nouveau Cyril Hanouna avec trop de pouvoir, qui connaît 2-3 mecs du milieu. Mais ça vous fait pas peur, ça? Vous êtes adepte du clash, vous aussi, vous serez capable de dire ce genre de choses, non? Lui ne me fait pas peur. Après tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. Alors, depuis un peu moins d'un Des cadavres disparaissent. an, vous le prenez frontalement à partie sur les réseaux sociaux. Vous avez plus de 6 millions de followers sur Twitter. Donc, dès que vous postez quelque chose, c'est extrêmement repris. Vous l'avez traité en un an d'escroc, de mafieux décervelé, de manipulateur, de lâche. Vous avez même ressorti quelques vidéos que nous aussi on a retrouvées dans des vieux DVD qui n'existaient plus sur Internet, hein, des sketchs où voilà, on voit ce sorte de striptease par exemple. Et il y a voilà cette fameuse vidéo où Où est-ce qu'ils trouvent tout ça, Bouba, sérieusement? C'est un truc qui a été supprimé d'Internet. on voit souffler dans l'anus d'un chien. Quand vous publiez ça, c'est pour l'humilier? Pour l'humilier, non, parce qu'il le fait très bien lui-même. C'est juste pour rappeler aux gens qui il était, qui il peut être, et que c'est pas quelqu'un d'entier et qu'il est capable de revêtir différents costumes. Après, il assume être quelqu'un qui... il est obligé d'assumer. Un peu clown, quoi. C'est pas quelque chose dont il a honte. C'est ce qu'on peut c'est mettre au moins ça à son crédit. Mais quand un clown se met à proférer des masses comme si c'était un voyou, il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous avez publié quelques échanges SMS que vous avez eus avec Cyril Hanouna. Alors, ils sont authentiques, vous les avez pas... ce sont bien des messages de Cyril Hanouna que vous avez mis sur Twitter. Ils sont bien authentiques, d'ailleurs. C'est l'enregistrement du téléphone avec le truc qui défile, donc ça, c'est pas falsifiable. Alors, parmi toutes ces conversations, il y en a une qui nous a particulièrement intéressé, c'est ce SMS du 11 septembre 2022. Pour replacer dans le contexte, ce jour-là, Complément d'enquête vient de diffuser une émission sur les arnaques des influenceurs. Il faut savoir que Cyril Hanouna était à l'époque actionnaire de la plus grande agence d'influenceurs, Shona Evans, dirigée à l'époque par Magali Berda, et il vous écrit comment tu as trouvé le bail de France 2, l'émission de France 2, et il vous dit qu'il a trouvé ça ripou, pourri, c'est ça? Pourri, ouais. En fait, il minimisait le truc. Il m'a avoué qu'il avait des parts dans Shona Evans et qu'il était actionnaire et qu'il travaillait en quelque sorte avec les influenceurs et Magali Berda, qui faisait partie de tout ce système. Et il minimisait son rôle, il disait non mais moi, j'ai aucune idée de ce qu'ils font, moi j'ai juste mis des billes là-dedans. Je me rendais compte de la situation. Nous on faisait un travail d'enquêteur et on les démasquait et le soir même ou le lendemain, ils sont invités sur TPMP. Donc nous on fait un travail de sape et lui il redore leur blason en les invitant. C'est un peu histoire de lui refaire un peu la carrosserie, quoi. Alors, vous savez que on a découvert ce catalogue de l'agence influenceur Shona Evans. C'est donc voilà des influenceurs de la télé-réalité. On reconnaît Nabila, par exemple. Cyril Hanouna, il était proposé comme influenceur. Il était non seulement actionnaire de Shona Evans, mais aussi potentiel influenceur. Donc il savait ce qu'était Shona Evans et il savait dans quoi il était. Potentiel influenceur. Donc il savait ce qu'était Shona Evans et il savait dans quoi il était. Il fait des placements de produits, Hanouna, je savais pas. Actionnaire. Donc, Magali Berda, donc vous l'accusez d'arnaque et elle vous accuse de cybernement. Elle a encore posté une vidéo il y a quelques jours dans laquelle elle dit ceci. Et pourquoi il parle de Magali Berda? C'est pas le sujet, on s'en fiche. Je comprends pas. En vrai, j'ai plutôt un frère. Vous savez, j'arrive plus, je suis fatiguée. Ouais, mais attends, Magali est en train de remonter. Mais remontez quoi? Tu vois pas qu'il y a personne qui veut bien. Remontez quoi, en fait? Regarde. Remontez de quoi? Les gens, ils viennent me voir au bout d'une semaine, ils se barrent, frère. Justement, là, suite à cette propagande là qu'elle met en place, je vais l'attaquer aussi pour cybernement, du coup.
Parce que moi, j'ai plus le droit de parler d'elle, je ne parle plus d'elle, je suis en contrôle judiciaire. Et du coup, elle continue et crée une propagande, une série sur YouTube où elle ne fait que de parler de moi. Ouais, ils ont fait la même chose à Marvel Fitness. Quand vous entendez cette femme en pleurs, est-ce que vous dites pas faut la laisser tranquille? Non, c'est un démon, cette femme. Elle a été condamnée à plusieurs reprises. Elle a arnaqué des vieux avec... Non, mais il veut quoi, le journaliste, là? Oui, cette femme en pleurs, genre, c'est une victime. Je rêve où il essaie de faire passer Magali Berda pour une victime, le journaliste, là. Je comprends pas. Effectivement, après qu'elle avait été condamnée pour abus de faiblesse en 2014, mais est-ce que ça justifie, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? Est-ce qu'il faut l'attaquer comme ça sur les réseaux? C'est juste de la comédie, moi je me filme pas en train de pleurer. Donc c'est pas de l'attaquer sur les réseaux sociaux, c'est on la dénonce. Bon après je suis taquin, je sors un peu des lignes, mais pour moi, je fais que de la dénoncer. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans la manière de vous être adressé à elle? Non, je regrette pas du tout. Maintenant, peut-être que je suis allé trop loin, mais de temps en temps, il faut aller trop loin. Elle vous a attaqué pour cyberharcèlement. Vous avez été, il y a quelques semaines, mis en examen. Le journaliste, là, il veut faire passer Booba pour le méchant noir. C'est bon, hein. On connaît les bails. Vous dites pas, faut la laisser. À croire qu'elle n'a pas été condamnée plusieurs fois, qu'elle n'est pas sous un contrôle judiciaire, Magali. Est-ce qu'il le note ça aussi? Parce que là, il parle de Booba, donc des soucis judiciaires de Booba, mais il ne parle pas des soucis judiciaires de Magali. C'est ça que je trouve assez bizarre. Tranquille. Non, c'est un démon, cette femme. Elle a été condamnée à plusieurs reprises. Elle a arnaqué des vieux avec... On a effectivement appris qu'elle avait été condamnée pour abus de faiblesse en 2014, mais est-ce que ça justifie, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? Est-ce qu'il faut l'attaquer comme ça sur les réseaux? C'est juste de la comédie, moi je me Booba, il fait juste ton taf, hein, monsieur le journaliste. Hein. Il fait juste ton taf, il ressort des informations avérées, c'est tout, point. Pourquoi est-ce que depuis 10 minutes, on parle de Magali Berda, là? Je comprends pas. C'est pas elle, le sujet? Elle vous a attaqué pour cyberharcèlement. Après mon audition, ça a été mis à la corbeille. Effectivement, témoin assisté pour cette partie-là, mais pour le moral, a priori, la justice française estime que vous avez commis du moral. Vous le reconnaissez aujourd'hui? Ouais, moi je le reconnais que s'ils appellent ça comme s'ils appellent ça comme ça, oui. Cette semaine démarre le procès de 28 personnes en France jugées pour cyberharcèlement contre Magali Berda. Mais on s'en fout de Magali, reste concentré, frère. Le sujet, c'est Magali ou c'est Hanouna, là? Je comprends pas. Vous serez peut-être jugé un jour pour le même motif. Donc là, en fait, cette émission, c'est le procès de Booba, c'est ça? C'est plus Hanouna, le roi. En fait, mais c'est une arnaque, cette émission, du début jusqu'à la fin. Et là, c'est 28 personnes. On a pu... Il a parlé 2 secondes de Booba et Hanouna, et tout le reste, c'est Magali Berda. Lire des auditions, elle se réclame souvent de vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes responsable de ce cyberharcèlement contre Magali Berda? Non, la seule responsable, c'est elle. Elle essaie de me tenir pour responsable en créant un mythe comme quoi j'aurais une meute et que en fait j'ai des agents, comme si j'ai une agence de cyberharcèlement. Alors, pas forcément, vous êtes extrêmement puissant sur les réseaux, vous avez plus de 6 millions d'abonnés, donc vous pouvez créer et favoriser cet effet de meute, vous en avez conscience? Heureusement, il n'écrit pas des livres pour les enfants, ce journaliste. Les pauvres, ils se seraient perdus. On passe du coq à l'âne. Là, je suis en train de m'ennuyer. J'ai rien appris sur Hanouna, rien de nouveau. Et on est en train de me parler de Magali Berda depuis 10 minutes. Ce dossier, il n'est pas censé être bouclé. Ils ont déjà fait une émission sur elle, non? Pourquoi ils n'ont pas invité Booba à ce moment-là? Oui, mais moi, ma page, c'est la page Booba. Je poste ce que j'ai à poster. Ce qui se passe derrière, ça ne me regarde pas. Mais vous pourriez dire à tous vos followers, arrêtez d'insulter ou de mettre Magali Berda. Non, c'est pas mon rôle, ça. Vous pourriez le faire. Vous décidez que c'est pas votre rôle, mais vous pourriez le faire. Bon, je pourrais aussi dire aux gens du PSG de dire à l'OM. Je peux dire plein de choses à ce moment-là, c'est pas mon rôle. Je suis pas responsable, moi. En leur disant d'arrêter ou de continuer, ça me rend responsable, justement, ou ça me met en chef de meute. Ce que je ne suis pas. Alors, la classe politique est assez divisée à votre sujet. Certaines personnes ont dénoncé votre cyberharcèlement, mais... Ah non, mais c'est un truc à charge contre Booba. Alors, premièrement, les politiciens, ils ont tellement un problème contre Booba qu'ils ont fait une loi
suite à ses posts et à ses révélations sur Magali Berda. Tellement ils n'aiment pas Booba. Enfin, faut arrêter, quoi. Vous avez eu un défenseur, et non des moindres, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Regardez ce qu'il a dit de vous en mars dernier. Il a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables. Nous y mettrons fin, mais je le rappelle, c'est un dispositif pour protéger les influenceurs, certainement pas pour les stigmatiser. Ça vous fait plaisir d'être défendu par le ministre de l'économie? Ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve ça un peu... je me sens pas défendu. J'estime que c'est honteux que ça ait été à moi. C'était à lui de faire ce boulot et de se rendre compte de ce qui allait pas et de toutes les arnaques. Booba, c'est un rappeur. C'était pas mon boulot. Le 1er juin dernier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi pour encadrer la pratique des influenceurs. Est-ce que vous saluez ça? Vous êtes content, fier de vos députés? Je suis content que la loi ait été votée, mais content des répercussions. On n'a vu personne condamné, on n'a pas eu de victimes remboursées. Donc dénoncer. Effectivement, aucune victime n'a été remboursée, aucun procès, aucune vraie condamnation. Voter des lois, c'est bien. C'est comme si on attrape un criminel et que finalement il est jamais condamné. Vous situez comment, vous, politiquement? Le seul truc qu'ils ont eu, c'est l'obligation, ils avaient le choix entre payer une amende ou mettre dans leurs réseaux sociaux que ce qu'ils ont publié, c'est une arnaque. Voilà. La seule punition qu'ils ont eue, c'est que maintenant, les marques ont tellement peur de se faire afficher qu'elles ne veulent plus travailler avec eux. C'est le seul truc qu'ils ont eu comme punition pour avoir arnaqué des gens pendant des années, quoi. La politique, ça m'a jamais vraiment trop intéressé. J'y crois pas vraiment. Après, c'est clair que au pouvoir, mieux vaut un François Hollande qu'un Jean-Marie Le Pen. Récemment, on a vu que vous aviez été retweeté par Éric Zemmour. C'est plutôt surprenant, ça. C'est pas du tout ma tasse de thé, Éric Zemmour. Pourquoi il lui parle d'Éric Zemmour? On est toujours dans le complément d'enquête sur Hanouna, on est d'accord. Parce que là, je m'y perds, là. Heureusement que j'ai dormi, hein. Après, c'est toujours pareil. Même un gars de l'extrême droite, il va pouvoir avoir, dans son discours, il peut y avoir une partie qui m'intéresse ou que je soutiens. Mais ça va être juste une partie. De Miami, vous suivez les débats? Oui, en fait, ce dont il parle, c'est quand Booba, il avait retweeté, j'avais vu ce tweet, quand Booba, il avait retweeté Éric Zemmour, quand Éric Zemmour avait un post de Éric Zemmour ou une interview d'Éric Zemmour dans lequel Éric Zemmour il disait qu'il était contre la propagande de la théorie du genre aux enfants dans les écoles. Voilà, c'est tout. Et Booba, il avait dit qu'il était d'accord avec ça. En France? Je pense que la France est... je pense que l'empire occidental est en train de s'écrouler. Que ce soit la France, l'Occident. On dirait du Éric Zemmour, ça. Non, c'est du Booba. Mais je pense que c'est la chute de l'empire occidental. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont complètement dépassés militairement. Ils n'ont plus aucun impact. La France, c'est l'ombre d'elle-même. Vous dites ils, vous considérez pas comme français? Non, moi je me considère pas comme ni français, ni américain, ni... Pour en revenir à notre sujet de ce soir, Cyril... Ouais, il serait temps, hein, parce que là... je souffre, hein. C'est d'un ennui. En quoi il est un symptôme de notre époque? Je pense que Cyril Hanouna, pour moi, c'est un fléau. Pour moi, c'est un manipulateur. Il donne la parole à des gens qui ne devraient même pas être entendus. Bien qu'il y ait une liberté d'expression, mais moi, par exemple, du Jean Messia, du Zemmour, que je considère comme des fachos. Ce sont vos propos. Oui, bien sûr. Il donne la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir.
il me propose aucune solution, il ne dénonce pas vraiment. Il invite n'importe qui. On ne devrait pas donner la parole à l'extrême droite, vous pensez? Vous pensez qu'il donne trop la parole à l'extrême droite, Cyril Hanouna? Je sais pas. Pour moi, l'impression que j'ai, c'est que si, par exemple, un Adolf Hitler ou un Mussolini était encore en vie, on leur donnerait quand même le droit de s'exprimer. Vous pensez qu'il serait invité sur TPMP, Hitler ou Mussolini? Je pense, ouais. Est-ce que vous avez des points communs avec Cyril Hanouna? Je trouve pas. Parce que nous, on a cherché, on a trouvé un point commun, au moins, entre vous et Cyril Hanouna, c'est cet homme. Vincent Bolloré, c'est vous qui avez posté cette photo il y a quelque temps. Il est propriétaire d'Universal, qui est votre label. On me la reproche souvent, cette photo. Vous êtes le même patron que Cyril Hanouna? Vu que je suis signé chez Universal Music en distribution, on peut dire que oui, que ça lui appartient, oui. Est-ce que vous avez un message à adresser à Vincent Bolloré ce soir? Si j'avais un message à adresser à Vincent Bolloré, oui, je lui dirais de se débarrasser de Morandini, de Pascal Praud, de Cyril Hanouna, et je lui demanderais de rétablir le vrai journalisme et d'arrêter toute cette mascarade, parce que je trouve que c'est un fléau, et à chaque fois qu'on allume la télévision, c'est rempli de mensonges et de propagande, et que la France est en train de couler pour moi. Bon, il est temps de terminer ce... Ouais, il était temps. Hein. Alors, c'était nul, mais nul de ouf. Comme je m'y attendais, on n'a rien appris. Donc, moi, je vais devoir faire le montage de ce truc. Ça va être un calvaire. Ça n'a pas arrêté de bugger à la fin. Beaucoup de gros mots, beaucoup de trucs, mais franchement... alors, ils nous ont vendu du rêve au début de l'émission. Tu as vraiment l'impression qu'ils vont tirer à balles réelles. Voilà, c'est pour appâter le pigeon. Et en fin de compte, au bout de 10 minutes, on n'apprend plus rien d'intéressant. Ils ne se sont pas mouillés. Ils ont fait que dire des choses qui sont déjà sorties dans les médias. Donc, en gros, ils ont juste fait... c'est juste un catalogue, quoi. Ce n'est pas de journalisme, ce n'est pas de l'investigation. On n'apprend rien. On a juste l'impression qu'ils ont fait, je ne sais pas, moi, un PowerPoint de tout ce qui est déjà sorti. Et si c'est pour ça, je pense qu'on sait utiliser Internet, on sait utiliser Google. On n'a pas besoin de complément d'enquête pour ça. Nous, ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils nous sortent des vrais bails, des trucs que personne ne sait. Et ce n'est pas du tout ce à quoi on a eu droit. Ben, moi, je dis grosse force aux gens qui se sont levés à 23h pour regarder ça, parce que c'était grave nul. L'interview de Booba à charge contre Booba. On sent net clairement qu'il essaye de piéger à maintes reprises. Alors, est-ce qu'il a fini par date Magali? Je ne sais pas. On nous parle de Magali pendant 20 minutes alors que ce n'est pas elle le sujet. On s'éloigne du sujet. Booba, il est venu pour parler de Hanouna. Il n'est pas venu pour parler de Magali. Voilà. Surtout qu'on veut lui faire parler alors qu'en ce moment, il peut pas, juridiquement parlant. Donc, pourquoi tu lances dans un sujet où il est interdit actuellement de parler? Sinon, ça peut lui poser des problèmes. Alors là, la partie sur Bolloré, effectivement, Booba, il n'a pas osé critiquer Bolloré en personne. Je veux dire, tout ce qui se passe, Bolloré, il n'est pas innocent. C'est lui le patron, donc c'est lui qui décide de la marche à suivre dans ses émissions. Je rappelle que voilà, il est quand même responsable de la déforestation en Afrique. Donc, Booba, s'il veut être logique dans son combat, il devrait quitter Universal, en fait, et créer sa propre boîte. Comme ça, il serait cohérent avec lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne vais même pas dire que c'est en demi-teinte parce que j'ai rien appris. J'ai rien appris. C'était nul, inintéressant. Et maintenant, moi, je vais vous laisser parce que j'ai mon rendez-vous. Et voilà, je me suis faite clairement yesh. Voilà, je me suis faite yesh. Je suis déçue. Je viens de perdre 2 heures de ma vie. Il n'y a rien qui bouge. Pourquoi est-ce que Hanouna a flippé pour un reportage qui se contente de faire un condensé et un résumé de tout ce qui est déjà sorti et que tout le monde sait déjà depuis longtemps. Alors, est-ce que cette histoire de oui, je commence à me demander si tout ça, c'est pas une mise en scène? Est-ce que Hanouna, quand il faisait le mec qui avait peur,
C'était pas d'un commun accord avec France TV pour essayer de faire monter la sauce. Est-ce que quelque part aussi, il n'y avait pas une tentative de piéger Booba? C'était pas un traquenard contre Booba aussi? On ne sait pas. Bref, c'était nul. Voilà, c'était nul. Ennuyeux, nul, j'ai rien appris. Travail de journalisme, zéro. Maintenant, comme ils ont voulu faire un truc qui me semble assez complaisant envers Hanouna, ok, ils n'ont pas voulu trop le froisser, trop dire de choses, il n'y a pas de problème. Hanouna, maintenant, il va s'en prendre à eux en retour. Et je pense que Hanouna, vicieux comme il est, lui, par contre, il ne va pas avoir pitié d'eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas sûre qu'ils aient bien fait de brosser le roi du peuple dans le sens du poil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mes chéris, c'était nul, c'était nul. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez, on fera un petit chat pour faire un petit peu un condensé de toutes les infos qui sont sorties. Bah, c'est le début du mois, donc maintenant, je vais reprendre au moins pendant 15 jours live sur live. Je vous fais des gros bisous. Alors, ce live, il va être en replay. Je vais enlever tous les gros mots, tous les trucs qui ne sont pas YouTubables, toutes les parties ennuyeuses, et je vais garder que celles qui étaient relativement intéressantes. Voilà, donc vous aurez une version un peu plus courte. Bisous, prenez soin de vous, et ma foi, à la prochaine. Hein.